Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Nickel. Bon, je sais qu'il est 17h, vous êtes sûrement fatigués, vous avez entendu plein de trucs nouveaux. Là, le but, c'est plutôt de se vider la tête plus que d'apprendre des choses. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Ça marche en plus, trop bien. Vous voyez le petit cerveau là, avec l'explosion nucléaire, c'était moi, je pense, en 2023. Donc en 2023, je viens de quitter Lydia, je suis arrivée chez May et il y a ChatGPT qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je trouve ça très très cool, je l'utilise pour développer assez vite, mais je ne me rends pas compte du changement que ça implique pour nous et pour globalement le monde. Et je participe un jour à un workshop du NDN. Alors vous allez croire que je fais la pub de mon réseau, mais en fait c'est vrai. Et j'ai la révélation, c'est que tout va changer et qu'il va falloir s'adapter. Et je commence à vraiment sérieusement paniquer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on panique? Les meilleurs choix, à savoir scroller LinkedIn à 2h du matin en lisant tous les posts qui sortent et en me disant je suis en retard, je ne sais plus rien faire, j'ai raté le train et j'arriverai jamais à monter dedans. Et après, j'ai réfléchi, j'ai respiré. Et ce que je vous propose, c'est de vous dire comment j'ai fait. C'est peut-être pas la bonne méthode pour vous, mais de toute façon, vous êtes là, vous n'avez pas le choix. Et donc, de participer à une petite séance de thérapie collective pour apprendre à respirer, même si tout change tout le temps. Vous inquiétez pas, on va quand même parler de théorie économique, on va parler de framework, on va pas juste parler de vos sentiments pendant une demi-heure. Donc on va faire comment? On va commencer par prendre un petit peu de recul en regardant des exemples historiques. Je me suis rendu compte que j'étais pas du tout innovatrice ici parce qu'il y a quelqu'un qui avait exactement le même exemple que moi, donc j'ai changé un de mes exemples. Donc excusez-moi si c'est pas parfait. Ensuite, on va pointer les spécificités de la révolution de la Gen AI par rapport aux autres innovations de rupture qu'on a eues avant. Et ensuite, on va se donner quelques principes qui aident à voir plus clair quand tout bouge tout le temps. Et en fait, ce talk, je me le suis un peu écrit pour moi, pour réussir à passer cette vague qui m'angoissait personnellement. C'est parti. On va commencer avec l'imprimerie. Donc, alors, c'est pas tout jeune. Et vous voyez le monsieur là, avec la moustache et la petite calotte sur la tête, c'est Collard Mention. Il était scribe à Bruges au XVe siècle. Et il était respecté, il imprimait, enfin non, pas du tout du coup. Il écrivait une dizaine de bouquins par an. Et un jour, il s'est dit, il y a l'imprimerie qui arrive, je vais être remplacé. Donc il est vite parti se former à l'imprimerie en Allemagne pendant 2 ans. Et quand il est revenu, il a acheté une imprimerie et des consommables. Sauf que ce qu'il n'avait pas fait, c'est une étude de marché. Parce qu'en fait, à Bruges, il n'y avait pas tant de gens qui savaient lire. Donc il n'y avait pas tant de gens qui achetaient des bouquins. Donc il n'a jamais réussi à imprimer autant de bouquins que nécessaire pour gérer ses coûts fixes. Et du coup, il a fait faillite. Et donc ça, c'est l'exemple que j'ai changé parce que pour ceux qui étaient au talk du Bon Coin, il y avait un exemple sur Kodak. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire de Kodak. Mais bon, Yahoo, quelqu'un connaît, vous connaissez l'histoire de Yahoo? Bon, ça va, pas tout le monde connaît. Mais Yahoo, c'était vraiment les champions dans les années 90 de la tech à l'époque. Et eux, leur idée, c'était vraiment de dire on va organiser le web dans des directories, enfin dans des petits répertoires. Et il y a 2 gars qui arrivent, qui disent nous, on a une meilleure idée, on va faire de la recherche sémantique où les gens ils vont taper ce qu'ils cherchent et hop, ça va leur sortir les pages qui correspondent. Ces 2 gars, après, ils ont fait Google. Et du coup, ils ont refusé non seulement d'intégrer les 2 gars de Google, ils ont refusé d'acheter Google plus tard. Et aujourd'hui, Yahoo, c'est pas tout à fait autant valorisé que Google. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et donc c'est là qu'on parle de théorie économique et qu'on fait semblant qu'on comprend ce qu'on dit. On parle de Clayton Christensen qui nous dit que les champions d'hier, en fait, ils se plantent quand il y a des innovations de rupture parce qu'ils essaient d'appliquer les mêmes méthodes que celles qui marchaient en régime permanent, alors que tout change. Et donc il y a 2 pièges qu'on cherche à éviter. Donc le FOMO, comment ça se traduit pour nous? Ça veut dire tester tout ce qui sort. Et on passe tellement de temps à tester tout ce qui sort qu'on ne sort rien de concret et qu'on ne fait aucun produit. Ou alors, on prend le premier truc qui vient, on l'intègre dans notre application, même si ça n'a aucun intérêt pour le client et aucune valeur. Le deuxième
piège, c'est la paralysie stratégique. Donc ça, c'est l'exemple de Yahoo ou de Kodak que j'ai pas fait, où en gros, soit on ne croit pas dans la technologie, soit on sait qu'elle est bien, mais il y a des risques sur notre marge, et du coup, on décide de ne pas y aller, et on décide surtout de ne pas tout mettre en place si jamais il faut y aller très vite à un moment. Ok ? Donc ça, c'était pour le rappel historique. Vous m'avez entendu pas mal parler sur les slides précédentes d'innovation de rupture. Est-ce que, pour vous, la GenAI, c'est une innovation de rupture ? Personne ? Ouais, ok, bon ça va. J'ai un public acquis à ma cause. Mais si on veut revenir sur de la théorie, pourquoi on dit que la GenAI, c'est une innovation de rupture ? Parce qu'elle suit les 3 principes de Schumpeter qui disent que 1, elle introduit quelque chose de radicalement nouveau. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous ne pouviez pas discuter avec votre ordinateur de vos traumas et qui vous disent « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Ensuite, ça détruit d'anciens modèles, mais même, donc y compris pour nous, rien qu'à voir cette conférence, je pense que si ce n'était pas sorti en 2023, cette conférence, elle aurait pas ressemblé à ça aujourd'hui. Et ensuite, ça crée un nouvel ordre économique. Nvidia, l'action de Nvidia, elle a fait x13 en 5 ans. Il y a certes une bulle IA, mais il y a quand même quelque chose qui va rester de tout ça. Mais en quoi cette révolution de la GenAI, elle est différente de l'imprimerie ou de la recherche sémantique sur le web? La première chose, c'est des cycles d'amélioration ultra rapides. Ici, on ne parle plus d'années, on ne parle plus de jours, de semaines, on parle de jours. Vous pouvez mettre quelque chose en prod le lundi, le vendredi, il est obsolète. Et ça, c'est un peu embêtant. La deuxième, c'est une incertitude radicale sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ça ouvre tout le champ des possibles. La preuve, c'est que même OpenAI, ils ne pensaient pas que leur produit serait utilisé comme un psy, principalement comme première fonctionnalité. Et en plus, ça interroge quelque chose sur nous, sur en fait, quelle valeur on apporte, qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est que penser. Et ça met un peu dans une situation d'incertitude. Et enfin, il y a une pression extérieure intense. Ça, je pense que ce n'est pas tout à fait lié à la GenAI, c'est plus lié au moment. On a les réseaux sociaux, on a LinkedIn, on a X. Et aussi, on a tout un espace médiatique où il y a plein de gens qui succèdent à la télé pour dire vous allez être remplacés, adaptez-vous, ou c'est la fin de l'humanité, etc. Et ça n'aide pas à réfléchir de manière sereine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, on se met par terre en boule et on pleure. Ou sinon, on se dit, bon, ben, c'est comme ça, on va l'accepter. Donc, on accepte le rythme, on accepte l'incertitude, et on accepte la pression extérieure. Et on essaie de se donner des clés pour continuer à avancer malgré tout. Et donc, on va rentrer dans la dernière étape de notre thérapie, passer à l'action. Donc, le premier principe que je vous propose, c'est de mettre en production vite, par petits morceaux, et améliorer ensuite. Ça ressemble à un précepte agile un peu suranné que vous avez entendu des milliers de fois, mais en fait, quand on le fait vraiment, bah, ça change tout. Moi, je l'ai vu dans plusieurs endroits, et c'est vraiment... ça a l'air simple, mais le faire, c'est pas très facile, et c'est important. Donc j'ai pris un exemple historique, j'ai pris Jeff Bezos, lui, il voulait créer le magasin de tout, mais il a quand même commencé par les livres, parce que ça lui permettait de tester la logistique, d'avoir un très gros catalogue, mais avec un produit qui était facile à conserver, qui n'avait pas de problème de date de péremption, et pas de problème de mode. Et donc, à chaque fois aussi, je vous mets un peu de théorie économique, histoire que ça ait l'air plus intelligent que ce que ça n'est. Mais en fait, ça, si on veut le rapprocher d'une théorie économique qui existe, c'est la théorie du Discovery Driven Planning de McGarth. L'idée, c'est que au lieu, on va mettre en production par petits bouts, mais chaque petit bout doit nous aider à tester une hypothèse. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on va produire comme produit à la fin. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'on met quelque chose en production, c'est pour tester une hypothèse, c'est pour savoir dans quel sens aller sur la prochaine itération. Et donc, pour faire ça, comment on fait? La première chose, c'est de pouvoir mettre en production très rapidement. Moi, ce que je pense, c'est que si vous vous dites que c'est vendredi, je ne vais pas me mettre en production, c'est qu'il y a forcément un problème sur votre méthodologie de mise en production. C'est un peu radical, mais je pense que c'est important que mettre en production, ce soit no-brainer. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée donc chez May.
où la première chose que j'ai fait, c'est juste de mettre à plat la mise en production, de faire l'environnement pour qu'on puisse le faire comme on veut. La deuxième chose, c'est de passer du minimal viable product au minimal testable product. Et ça, c'est vraiment lié à la théorie de McGarr, c'est de dire à chaque fois que je mets en production, c'est pour tester quelque chose. Si ça ne va pas dans le sens de là où je veux aller, si ça ne me permet pas de résoudre une incertitude, c'est pas ça qu'il faut mettre en production. Et c'est pas ce bout-là qu'il faut mettre dans ma roadmap. Si je devais vous donner un exemple pour très simplement expliquer la théorie derrière, ce serait si je veux faire un bateau, je ne vais pas commencer par mettre en production une tente. Je vous laisse méditer sur cette... Voilà. Et la deuxième chose, c'est de commencer petit, notamment sur l'audience. C'est très important de commencer par montrer son produit à des gens en qui on a confiance, ou alors à des gens qui sont prêts à tester. C'est très classique quand on fait du produit externe, ça l'est moins quand on fait de l'analytics interne. Moi, quand j'étais à Lydia, j'avais vraiment des champions à qui je montrais mes prototypes avant pour me permettre de voir un peu là où j'avais pas vu les problèmes, voilà, sans être jugé et sans qu'il y ait une perte de crédibilité de la part d'autres stakeholders. Le deuxième principe, c'est de construire en sachant que tout peut être supprimé demain. Et ça, je dirais que c'est le truc le plus important, le principe le plus important pour moi. L'exemple que je vous ai pris, c'est Google. Google, il y a un site internet qui rassemble tous les produits qu'ils ont abandonnés. Donc c'est littéralement un cimetière de leurs produits. Et pourtant, Google, ils ont plutôt du succès. Et pour eux, c'est pas un échec, c'est une réallocation de ressources. Et c'est prévu dans leur roadmap que ça se passe comme ça. Et donc là, si on doit revenir à la théorie économique derrière, c'est la théorie des ressources dynamiques. L'idée, c'est qu'une entreprise, elle va s'en sortir et elle va continuer à avancer quand il y a des innovations de rupture, si elle est capable de reconfigurer ses équipes, ses capitaux et sa tech. Et ça se passe vraiment donc, au niveau de l'entreprise, mais en fait, ça se traduit au niveau des équipes et au niveau de votre travail personnel. Et comment on fait ça ? Encourager la modularité raisonnable, parce que je ne suis pas une grande fan des microservices pour tout. J'ai personnellement vu des microservices où il y avait 2 lignes de code, et ces 2 lignes de code, elles faisaient une addition. Donc c'est pas la bonne façon de faire, je pense. Mais en revanche, si ça coûte pas plus cher, que les 2 éléments sont très indépendants, il y a intérêt à les découper. Quand je suis arrivée chez May, en fait, on fait un produit data qui est intégré dans l'application May directement. Et il y a eu une question qui s'est posée de se dire, est-ce qu'on sépare les environnements data et tech, ou est-ce qu'on les met au même endroit, vu qu'ils font la même chose et qu'ils travaillent dans l'application ? Finalement, on a choisi de le mettre à part, parce que c'était pas beaucoup plus compliqué, et en plus, on n'a pas du tout les mêmes cycles de développement sur la partie data, sur la partie R&D, sur la partie tech, et ça nous a permis d'aller plus vite, nous, pour qu'eux, ils nous intègrent quand ils en avaient envie, et quand on avait pu tester notre produit. Et en plus, petit bonus, comme on avait considéré la tech finalement comme un client de notre produit data, on a été capable de le vendre ensuite à l'extérieur. Le deuxième point, c'est de s'autoriser à échouer. Se dire que si vous mettez en production quelque chose qui ne marche pas, ou si un vendeur sort une nouvelle feature qui en fait remplace ce que vous avez mis du temps à développer, c'est pas grave. En fait, vous ne pouviez pas savoir au moment où vous l'avez développé qu'il fallait faire ça. Le tout, c'est de maîtriser son budget, de faire bien attention à tout ce qui existe, et donc d'avoir la veille, dont on va parler tout à l'heure. Mais échouer, c'est pas grave. Quand vous échouez, vous apprenez. Vous apprenez qu'est-ce que vous voulez comme feature, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est plus facile. Et en fait, vous êtes de toute façon meilleur même si vous avez échoué. Et en fait, s'autoriser à échouer, c'est aussi gérer son affect. Parce qu'en fait, quand on crée un produit data, quand on met en production même une table, on se réalise un peu dans le produit concret et dans cette table. Et je vais encore vous faire des citations, mais Hannah Arendt, ce qu'elle dit, c'est que quand on crée une œuvre, quand on travaille, en fait, on met une partie de soi dans le produit. Et si on débranche un produit, ça veut quelque part dire qu'on débranche une partie de soi. Et c'est hyper dur. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pour vous-même et pour les autres, de plutôt s'attacher à l'impact qu'on a sur les gens,
plutôt que de s'attacher au produit lui-même qu'on a créé. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est vraiment pas facile à inculquer et qui s'éduque sur soi-même et sur les autres. Le troisième principe, c'est de toujours mesurer la valeur qu'on crée. Donc là, je vais prendre l'exemple de Pigment, parce que Samia m'a laissé prendre l'exemple. Je ne sais pas si elle est là avec nous aujourd'hui. Mais Pigment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par se demander, bon, est-ce que j'ai intérêt à faire mon propre modèle de GenAI pour mes clients ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc Pigment, ils ont commencé par se demander, est-ce qu'on a intérêt à faire notre propre modèle de fondation pour intégrer dans notre produit, pour que ça corresponde à un use case ? Ils se sont dit, non, mais c'est vraiment pas là qu'on a de la valeur. Là, on a de la valeur, c'est de prendre des modèles existants et d'aider nos clients dans leur use case principal, qui est faire de la planification. Donc ça, c'était leur première étape, c'était vraiment de définir leur valeur. Et la deuxième étape, ça a été de se donner un cadre de test rapide, où en fait, ils prennent les nouveaux modèles qui sortent, ils vérifient sur des use cases déterminés, avec des métriques déterminées, est-ce que ça fait améliorer ou pas leurs métriques, et si oui, ils mettent en production, sinon, ils arrêtent. Et ça, c'est assez intéressant, parce que la première chose qu'ils ont fait, c'est vraiment de définir leur valeur. Qui je suis, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux avoir comme impact. Est-ce que intégrer un chatbot un peu gadget dans mon application, ça va changer la vie de mes clients ? Pas sûr. Et la deuxième chose, c'est de définir la mesure. Et là, c'est là où les équipes data ont vraiment un impact, parce qu'en fait, définir des KPI, définir des mesures qui sont faciles à récupérer, faciles à comprendre, dont on voit une évolution dans le temps, c'est vraiment ce qu'on a fait de mieux depuis toujours. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la GenAI, en fait, les équipes data ont toute leur place pour délivrer des produits de GenAI. Et comme Pigment, se donner un cadre de test, un endroit vraiment simple où dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, au lieu de céder à la hype, au lieu de juste lire ou de voir la vidéo LinkedIn, vraiment tester ce qui se passe. Et eux, ils le font vraiment dans une après-midi, dès qu'il y a un modèle qui sort, ils sont capables de savoir s'ils vont le mettre en production ou pas. C'est vraiment un bon exemple. Et la dernière chose qui est importante, c'est de canaliser la veille. Parce que, en fait, le problème que j'ai eu quand j'ai scrollé LinkedIn, c'est que j'étais juste consommateur de cette veille. On m'envoyait plein de trucs en disant « ouais, c'est super, ça c'est super, t'as rien testé ». Et du coup, j'ai paniqué. Et il y a des gens qui font ça bien. Par exemple, il y a Samsung qui ont fait leur propre institut de technologie, qui est à Séoul. Et ils font à la fois de la contribution scientifique, mais aussi ils font de la veille pour vérifier tous les nouveaux sujets qui sortent et est-ce que ça peut être intéressant pour eux dans leur domaine de compétences. Et donc, comment on fait pour canaliser la veille ? On délimite un espace-temps. On dit, c'est à cet endroit et à ce moment-là que je fais de la veille. J'en fais tant de temps par jour. À Lydia, par exemple, il y a des anciens de Lydia qui sont là. À Lydia, c'était une après-midi par semaine pour un collaborateur et pas plus. Donc, ça permet d'éviter de se noyer. La deuxième chose, c'est vraiment d'assainir ses entrants, donc de faire attention à qui parle, pourquoi. Et voilà. Et le troisième, qui pour moi est vraiment le plus important, c'est de vraiment devenir acteur de sa veille. Moi, ça me gêne vraiment de me dire que je suis dépendante d'un feed pour savoir ce que je vais apprendre. J'ai pas envie qu'on m'envoie des articles, j'ai envie d'aller les chercher moi, j'ai envie de faire confiance à des gens particuliers, donc de choisir des gens qui vont m'envoyer de la documentation. Et le niveau ultime, donc il y a le premier niveau, c'est déjà on choisit ce qu'on lit. Le deuxième, c'est on teste ce qu'on lit, donc on vérifie que ça marche ou que ça marche pas ou que ça a un intérêt pour nous. Et le troisième niveau, c'est on produit son propre contenu. Et ça, c'est devenir consommateur. Et je vais encore faire de la pub pour le réseau, mais promis, on n'est pas rémunéré. C'est une façon, si vous ne savez pas comment vous lancer pour faire du contenu, c'est d'adhérer au Modern Data Network. Il y a plein de gens bien intentionnés qui ont envie de parler de data parce qu'ils sont passionnés. Et voilà. Bon, je vous ai mis les 4 principes là.
Mais globalement, moi, ce que je voulais dire, donc j'ai écrit ce talk vraiment à la base pour moi, parce que j'étais inquiète et anxieuse de tout ce qui se passe. Et je me suis dit, comment on réfléchit? Et ensuite, je me suis dit, en fait, ça peut servir à d'autres gens. Et mon avis, c'est que pour s'en sortir, il faut qu'on apprenne à penser vite et doucement. Et pour ça, je m'inspire de Kahneman, qui explique que dans la pensée humaine, il y a un peu 2 systèmes de pensée. Il y a le système 1 qui est rapide et intuitif, et il y a le système 2 qui est lent, plus analytique, et que pour s'en sortir, il faut qu'on apprenne à bien mitiger quand est-ce qu'on utilise le système 1, donc pour sentir des produits qui vont sortir, pour s'intéresser à des sujets nouveaux, et le système 2 qui nous permet de dire bon, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et en fait, j'irais même plus loin, je dirais qu'il faut qu'on apprenne à accélérer le système 2, comme les innovations, elles sont beaucoup trop rapides, les sorties, elles sont beaucoup trop rapides. Il faut aussi que notre cadre analytique, il se plie à cette rapidité. Et du coup, il faut travailler sur nos frameworks, nos cadres, qui nous permettent de penser plus vite et de réfléchir plus vite. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on va faire des produits qui comptent vraiment.